Les concerts, les spectacles, le cinéma, la lecture, quel rapport les jeunes ont-ils aujourd'hui avec la culture et l'offre est-elle suffisamment développée ou assez mise en avant ? Autant de questions posées samedi dernier à la Maison de la Région à Épinal d'abord, puis dans les locaux de la communauté d'agglomération, par le Conseil régional des jeunes. Ses membres ont entre 15 et 29 ans et sont chargés de faire des propositions concrètes sur, par exemple, l'environnement, la lutte contre les discriminations ou encore donc la culture. Toute forme de culture, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, de la poésie, de l'expression. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de s'exprimer dans la région. Parce que le constat est clair, la donne a changé ces dernières années. Un fossé s'est creusé entre les jeunes et les établissements culturels. Dû à la crise sanitaire, dû aujourd'hui à l'inflation aussi, parce que pour des jeunes, chaque euro peut compter. Qu'est-ce qui ferait venir les jeunes ? Que souhaitent les jeunes ? C'est vraiment ce qui est primordial aujourd'hui pour pouvoir ne pas abandonner les infrastructures existantes et en déployer de nouvelles si nécessaire. Pourtant, quand on pose la question aux jeunes de l'agglomération d'Épinal qui étaient invités samedi à évoquer le sujet à la Maison de l'Habitat et du Territoire, on se rend compte qu'ils portent toujours un intérêt certain à la culture sous toutes ses formes. Des spectacles, de la lecture dans les bibliothèques, tout ça. Puis aussi un peu de social parce qu'on rencontre beaucoup de personnes quand on suit la culture. Je vais souvent voir des petits concerts à droite à gauche avec ma famille, tout ça. Donc la musique surtout. Ouais. J'aime bien aller au musée, aller au cinéma avec ma famille. J'adore les concerts, c'est vraiment une passion, mais je peux pas y aller souvent, donc là du coup j'en profite tant que je peux le faire. Un peu de tout, lecture. Je lis lentement et je suis pas non plus un grand lecteur, mais j'aime bien lire, je trouve ça intéressant et même cinéma, pour le coup, ça depuis petit j'aime beaucoup. Plus avec le pass culture, etc., du coup on a pas mal d'offres. Puis ici on a le cinéma, la bibliothèque, etc. Donc je trouve qu'on est assez ouvert là-dessus, il y a le choix. Alors, comment retrouver la fréquentation d'avant Covid ? Quelles offres promotionnelles pourraient venir s'ajouter aux différentes cartes jeunes et autres passes déjà existants ? Le Conseil régional des jeunes, après avoir sondé les principaux intéressés, va maintenant tenter de leur apporter des réponses à travers un plan d'action qui devrait voir le jour courant 2023. 15 à 38% des résidents en institutions médicalisées sont dénutris. Face à ce problème, le groupement hospitalier Aube-Marne propose le manger main. Ça va être des petites bouchées qui vont être préhensibles du coup seulement avec les mains. Le but, c'est qu'ils n'utilisent pas les couverts. Ils le peuvent, il y en a qui les utilisent. Mais généralement avec l'aide humaine, ils vont pouvoir souvent présenter une opposition. Et quand le repas est présenté sous forme manger main, naturellement, ils vont pouvoir du coup manger soit avec les couverts, soit avec les mains. La personne, si on la fait manger, elle n'est plus maître de ce qu'elle mange, des quantités ingérées et du rythme auquel elle mange. Donc le manger main, ça permet justement que la personne retrouve du plaisir de manger et retrouve son autonomie, c'est une valorisation d'estime de soi. Une initiative rendue possible grâce à la cuisine centrale de Saint-Julien-les-Villas qui fournit les repas. Serpa demande en fait une technicité bien particulière parce qu'en fait on utilise des gélifiants en fait si vous voulez pour que les bouchées en fait se tiennent et qu'elles soient préhensibles, chaudes ou froides, mais en même temps qu'elles soient souples pour la consommation des résidents. On utilise des texturants du style agar-agar, du blanc d'œuf, de la gélatine de bœuf, ce genre de choses. Un travail de sensibilisation est réalisé auprès des soignants et des familles pour éviter les préjugés négatifs autour du manger main. C'est quelque chose qui est naturel, manger avec ses mains. Un adulte qui prend l'apéritif va prendre des toasts, des petits gâteaux avec ses mains. C'est pas infantilisant. On fait une étude justement là sur tous les repas pour voir un petit peu la quantité ingérée et pour voir si ça leur plaît ou pas. Et effectivement, on note déjà des différences. Le cas de chaque résident est étudié pour définir le repas qui lui convient le mieux. En ce qui concerne le profil, nous on s'est principalement du coup intéressé sur les patients qui ont des troubles neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou des patients qui ont fait des AVC donc avec séquelles, qui ont des troubles de préhension. Je souhaite qu'on reste sur cette dynamique-là de ce travail avec cette grille d'inclusion où vraiment on ne propose ce type d'alimentation qu'aux résidents qui en ont besoin et à qui on sait que ça va bénéficier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un site pilote, c'est pour pouvoir ajuster ces grilles, définir quand est-ce qu'il faut
cesser parfois le manger-main pour passer à un autre format d'alimentation pour nos résidents. Le manger-main est en phase de test depuis le mois de septembre à raison de 2 repas par mois pour 24 résidents. L'objectif est d'étendre la démarche à l'EHPAD de Cézanne et aux 2 EHPAD de Romilly-sur-Seine. À défaut de macadam, les 4 variantes de tracé du contournement de Thionville font couler beaucoup d'encre. Pour parvenir à un consensus sur le trajet qu'empruntera l'A31 bis, l'État lance une nouvelle séquence de concertation en Moselle-Nord. Il faut trouver l'équilibre et c'est notre rôle au sein de l'Adréal, sous l'autorité du préfet, d'essayer de trouver le meilleur équilibre pour répondre aux besoins de mobilité tout en respectant les enjeux en matière de protection de l'environnement ou de protection du climat. Invités à s'exprimer, automobilistes, riverains, frontaliers et associations profitent de leurs 3 minutes de tribune afin d'objectiver leurs inquiétudes quant aux différents tracés, voire même au projet. Pourquoi jeter de pauvres âmes hors de chez eux en rasant leur maison ? Ça porte confusion auprès des gens. Parce que le tunnel, il ne sera pas profond sur toute la longueur. Il sera que sur une partie. 36% de GES par le transport routier d'ici 2030. Si tout le monde s'accorde à dire que l'A31 est saturé, les opposants dénoncent un contresens écologique. On a affaire à un projet venu du XXe siècle, le siècle du tout-voiture, et il arrive au XXIe siècle comme s'il n'y avait aucun problème du climat. Peu importe quel tracé, il y aura des impacts humains et environnementaux qui sont vraiment trop désastreux. Et vraiment, je pense qu'il y a des autres possibilités, des autres solutions à creuser avant. De son côté, le préfet rappelle que le projet d'A31 bis s'inscrit dans une politique de mobilité multimodale, mais selon lui, développer le ferroviaire et les modes de transport alternatifs ne suffira pas à décongestionner l'infrastructure existante. S'il y avait un tracé idéal, je pense qu'on l'aurait choisi depuis longtemps. Chaque tracé a ses avantages et ses inconvénients et on va essayer de rechercher celui qui a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. Mais chacun ne voit pas les choses de la même façon. Donc c'est toute une analyse pour essayer de dégager l'intérêt général et de faciliter la vie future de ceux qui habitent et de ceux qui travaillent ici. Pour éclairer l'État dans son choix, la concertation se poursuit jusqu'au 2 février. Le calendrier des réunions est disponible sur le site www.a31bis.fr. Ils tirent le filet manuellement à travers l'étang de l'Indre, resserrent petit à petit autour des poissons, puis font remonter leur prise qui reste encore incertaine avant d'avoir touché la surface de l'eau. Une technique datant du Moyen-Âge, exécutée par les pisciculteurs du domaine, sous les yeux d'un public attentif. On ne se rend pas compte comment on vit d'un étang et comment on récolte, comment on pêche les poissons. Les petits voient la pêche des poissons avec la ligne, avec les bateaux, mais pas comme ça à la main et à la force des bras de plusieurs hommes pour tirer le filet, quoi. Une démonstration proposée pour la 14e édition de la Fête de la Grande Pêche. L'occasion d'observer ce site de 620 hectares, le plus grand des étangs piscicoles de France, géré par le département. Alors nous sommes à un budget de près d'1 million d'euros par an, avec 10 personnes qui sont affectées totalement ici. On produit chaque année 7 millions d'alevins qui sont ensuite revendus à des producteurs, à la pisciculture locale. Mais aussi à des propriétaires d'étangs. Et revendu aussi aux particuliers sur le site. La production sert également à alviner les 13 millions de mètres cubes de l'étang. On y trouve des perches, des cendres, des brochets, mais aussi la carpe qui est très facile à cuisiner, voire même de la tanche. Là, c'est plus pour les gourmets. Les tanches qui ont une chair un petit peu rosée et qui est très très bonne, à condition d'avoir des poissons qui sont restés pendant 48 heures dans l'eau claire. Ce que l'on fait au domaine de l'Indre pour vous, pendant le week-end de la Grande Pêche, les poissons ont été purgés et peuvent être directement cuisinés. Entre 30 et 80 tonnes de poissons sont pêchés chaque année dans cet étang. Quelques mètres plus loin, la vente de poissons a en effet débuté. Mettez-en encore un là. Encore un ? Oui. Voilà, c'est bien. Et les amateurs n'ont pas oublié d'apporter de quoi transporter leur butin. Donc ça nous permet de choisir des poissons et puis les faire à sa façon et cuisiner quand on veut.
Et c'est agréable d'acheter dans l'environnement naturel, pas au magasin. Il y a toujours beaucoup de monde, on fait ça pour la fête de la grande pêche. Sinon on fait de la vente pour les particuliers le samedi matin. 1,6 kg. Parmi les nombreux curieux, certains étaient seulement là pour observer le spectacle et le paysage, le tout dans une ambiance festive et musicale. Dans ce bar-restaurant, en plus de son menu du jour, le gérant propose depuis quelques semaines un escape game sous forme de box apéritif à louer pour jouer chez soi, entre amis ou en famille. J'ai toujours aimé et adoré les jeux. On a voulu apporter cette touche à l'établissement, déjà d'une pour se diversifier par rapport aux mentalités qui ont, je pense, un peu évolué suite au Covid, et apporter un plus sur le département de l'Aube au niveau de l'escape game. C'est un concept vraiment inédit et qu'on ne voit nulle part pour l'instant. Le but, se laisser guider par une histoire pour libérer l'apéritif dînatoire enfermé dans la boîte. Vous faites partie du FLAP, du Front de libération de l'apéro, et vous êtes amené à contrecarrer les plans d'une organisation qui s'appelle les Troubles-Fêtes. Donc on essaie de s'infiltrer dans leur organisation. Ça regroupe tous les codes d'un escape game classique. On est dans la manipulation, l'observation, la coordination, coopération, fouille. Mais le plus, c'est qu'il y a de l'apéritif qui se débloque. Et pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques ou qui se diraient « mais si on ne débloque pas, qu'est-ce qui se passe ?» Au début du jeu, on nomme un maître du jeu. Donc il fournit des indices en donnant des gages. Et si vraiment, au bout des gages et les indices, on n'arrive pas à trouver, on part sur la solution avec l'ouverture du cadenas. Décadenasser la boîte, c'est justement le premier pas pour accéder étape par étape à sa récompense. En ouvrant la glacière directement, vous tombez sur la bouteille au bouchon à code, sur le casse-tête. Et par le biais de ça, en débloquant le casse-tête et la bouteille, vous aurez accès à une première boîte avec de la nourriture. Le concept a été créé en Savoie, il est décliné partout en France. À terme, Sébastien souhaite proposer une version de la box avec des produits au bois. On a déjà fait un partenariat avec l'Once de Troyes, la cave du Val d'Or pour le vin, du fromage de Champs-sur-Barse. Alors, dans l'Aube, forcément pour le vin, on n'est pas très gâté, on est plus dans le champagne. Je compte sur la cave du Val d'Or pour me fournir des produits, pas vraiment de la région, mais à moins de 50 km, on va dire, par rapport à l'Aube. Ça fera aussi une vitrine pour tous mes fournisseurs. C'est très important de soutenir le commerce local. D'autres nouveautés sont prévues comme la box festive pour les fêtes de Noël. Elle contiendra du champagne, du foie gras, des terrines et du chocolat. On l'attendait avec impatience et ce dimanche, elle est arrivée tout en douceur pour apporter sa blancheur au sommet vosgien. Avec 2 semaines et demie de retard par rapport à l'an dernier, la première chute de neige est vécue comme un événement. Ça fait du bien, c'est parce qu'avec toute l'histoire du réchauffement climatique, on se dit est-ce qu'on verra encore une fois de la neige. Mais donc c'est gai pour le moral de voir de la neige ici avant décembre. Maintenant avec les températures, on a du mal à voir la neige, surtout moi qui est un peu d'assez loin, donc on la voit moins. Donc oui, de l'avoir vu sur internet, j'ai dit je vais en profiter, tant que je suis dans les parages, on va aller la voir. Même si elle risque de fondre tout aussi vite qu'elle est arrivée, on entrait ce lundi matin du côté du Honeck en mode hiver. Alors on avait perdu l'habitude. Ça on la reprend vite. Et des paysages enneigés, c'est bon pour le moral, mais aussi pour le tourisme. Après on voit qu'il n'y avait pas de grosses chutes non plus. Une grosse chute, il faut attendre le 27 novembre l'année dernière. C'est même impressionnant, le nombre de partages, le nombre de vues, de commentaires sur... on a fait quelques photos hier et puis un petit film de déneigement, tracteur hier soir. Et les gens attendent ça patiemment, je crois. Il devrait y avoir du monde le week-end prochain, si elle tient, bien sûr. La neige, c'est bien sûr le fonds de commerce des stations de ski. Ouverture estimée de la saison de sport d'hiver le premier week-end des vacances de Noël à Gérardmer et à la Bresse-Honeck. L'an dernier, les premiers skieurs avaient pu profiter des remontées mécaniques dès le 8 décembre.